Bienvenue dans le deuxième bilan de cette saison 2023 de MotoGP. Hier, on a parlé de Honda. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'autre équipe japonaise, Yamaha. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Pour Yamaha, c'est clairement la pire saison de l'équipe japonaise depuis une bonne vingtaine d'années, je dirais depuis 2003. D'ailleurs, c'est la dernière année où Yamaha n'a pas eu de victoire dans la saison. C'était en 2003, la dernière fois que c'était arrivé. Eh bien, cette année, Yamaha n'a pas gagné. Disons, on le sent depuis la fin de saison 2021, c'est bien compliqué pour Yamaha. On l'a déjà senti, même si Fabio Quartararo avait été champion du monde en 2021. Mais on avait senti que sur la fin d'année, bon, Bagnaia avait pris le dessus et c'était plus compliqué pour Fabio Quartararo de gagner. En 2022, Fabio Quartararo avait mené la majorité du championnat, mais surtout grâce aux chutes de Francesco Bagnaia, chute et erreur de Bagnaia, et il a gagné quelques courses. Mais bon, on a clairement senti qu'il y avait un essoufflement avec la Yamaha, et notamment en fin de saison, c'était le calvaire quand Bagnaia a fini par ne plus faire d'erreur. Eh bien, on l'a tout de suite vu, hein. La différence de performance entre Bagnaia et Quartararo s'est fait sentir à la fin de la saison 2022. Et puis là, cette année, c'était une catastrophe. Les souhaits de Fabio Quartararo à la fin de la saison 2022, c'était clairement révolutionner ou en tout cas améliorer très clairement le moteur de la moto. Bon, ça a été fait. Yamaha a gagné quelques kilomètres/heure en ligne droite. Ça, c'est plutôt bon, on va dire. Sauf que le problème, c'est que la Yamaha a perdu tous ses autres atouts. Notamment dans les virages, c'est bien compliqué de faire tourner la moto et Fabio Quartararo ne s'en est pas du tout sorti de la saison. Très clairement, la Yamaha, maintenant, elle manque de tout par rapport à ses concurrents. Elle manque encore de moteur, de puissance, face à la Ducati notamment. La Ducati est bien plus puissante que la Yamaha. Il manque aussi, maintenant, au niveau des virages, c'est très compliqué. L'aéro, c'est un peu compliqué tout ça. On a aussi le grip, qui est pas du tout le même entre la Ducati et la Yamaha. Au niveau de la dégradation des pneus, notamment sur les pneus neufs, il y a eu beaucoup de problèmes pour la Yamaha, ce que n'a pas les autres motos, notamment la Ducati, mais même la KTM et l'Aprilia est quand même au-dessus là-dessus. Donc ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts de la Yamaha. Il y avait des atouts ces dernières années, c'est pour ça que Yamaha n'a pas sombré comme cette année, c'est parce qu'il y avait encore des choses qui étaient bons sur cette Yamaha. Mais là, cette année, en changeant le moteur, j'ai l'impression que ça a tout déréglé. Je schématise un petit peu. Et puis, très clairement, cette moto ne marche plus. Au vu des ressentis de Fabio Quartararo notamment et des tests de Valence qui se sont déroulés en début de semaine, je ne sais pas trop comment m'avancer sur la saison 2024 de Yamaha. J'ai l'impression que ça va être un peu mieux, mais pas forcément une révolution non plus. Il va falloir s'attendre l'année prochaine à revoir Yamaha un petit peu dans la douleur, je pense. Au niveau de la moyenne de Yamaha que j'ai donné avec toutes les notes des débriefs que j'ai donné cette saison, Yamaha se retrouve avec 10,8, donc à peine la moyenne. C'est 0,3 points de plus que Honda. Voilà, grosso modo, les deux équipes japonaises ont fait à peu près la même saison. Et encore, pour Honda, il y a quand même une victoire qui sauve un petit peu le truc. Et encore, mais pour les Yamaha, il n'y a même pas ce petit truc qui sauve la saison. Il n'y a pas du tout de victoire, il n'y a rien. C'est vraiment très dommage, même si en termes de performance pure, la Yamaha était quand même un petit peu au-dessus de la Honda. Il y a eu quelques petits progrès quand même en fin de saison aussi. On a vu la Yamaha un peu plus haut qu'en début d'année. Mais bon, il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot pour Yamaha pour l'année prochaine. À l'image de Marc Marquez avec la Honda, Fabio Quartararo n'avait pas le matériel pour jouer devant. La saison du pilote français est vraiment très très difficile. Fabio Quartararo ne termine que 10e du championnat, c'est hyper loin, il termine à quasiment 300 points du champion du monde Francesco Bagnaia. Et surtout, Fabio Quartararo n'est monté que sur 3 podiums cette saison, au Grand Prix des Amériques, avec un petit peu de chance, avec la chute de Bagnaia notamment. Troisième au Grand Prix d'Inde,
Et puis troisième au Grand Prix d'Indonésie, où là, pour le coup, Fabio Quartararo a réussi à se battre pour la victoire, mais c'est la seule fois de l'année où Fabio a réussi à se battre pour la première position face à Francesco Bagnaia et Maverick Viñales. Je crois qu'il termine à moins d'une seconde de la victoire, c'est pour dire. Mais bon, à part ces trois podiums-là, ben, c'est bien compliqué. On peut aussi parler de Hassen qui s'est plutôt bien passé avec un podium en course sprint. Je crois que c'était le seul de sa saison en course sprint de podium. Malheureusement, ça s'est terminé par terre avec une chute avec Johann Zarco. Donc bon, ben, au final, c'était pas un bon week-end, même si ça avait bien commencé. Fabio Quartararo ne s'est jamais qualifié sur la première ligne cette saison, imaginez-vous, alors qu'il y a 2 ans de cela, et même l'année dernière, je crois, il était sur la première ligne quasiment à chaque fois. Je crois qu'en 2021, il était même sur la première ligne tout le temps, sauf peut-être 1 ou 2 fois. Mais bref, Fabio Quartararo, c'était l'homme de la qualification avant. Là, cette année, pas une seule première ligne, c'est bien compliqué. Et c'est là où est le plus gros problème justement de Fabio Quartararo, eh bien c'est que quand la moto n'est pas bien qualifiée, quand elle se retrouve dans le peloton, eh bien c'est là que c'est totalement injouable pour Fabio Quartararo de dépasser. La Yamaha ne peut pas dépasser. En tout cas, Fabio n'y est pas arrivé. On l'a vu hein, quand Fabio Quartararo se qualifiait dans le milieu de peloton ou dans les derniers, même ça lui est arrivé cette année. Eh bien Fabio n'y arrivait pas et il était obligé de terminer à la 14, 15, 16e place, enfin des trucs comme ça. C'était vraiment catastrophique. En revanche, quand Fabio Quartararo commençait à bien se qualifier, je pense notamment aux Pays-Bas, je crois où il se qualifie 4e, il y a aussi peut-être l'Indonésie, je sais plus, enfin il y a quelques grands prix où il se qualifie très bien sur la 2, 3e ligne. Et bien là, on voit que Fabio Quartararo peut remonter quelques positions et viennent de là, du coup, ses podiums cette saison. C'est qu'il a réussi à bien se qualifier et il a réussi à faire une belle course. Donc, bon, il y a vraiment une différence de niveau, en tout cas, entre le Fabio qui part devant et le Fabio qui part derrière. Clairement, quand il part derrière, c'est compliqué. Quand il part devant, ça devient un peu plus facile. Même si, bon, bah, il est toujours limité par sa machine. Maintenant, ce que j'ai pas aimé chez Fabio Quartararo tout le long de l'année, c'est qu'il n'a pas arrêté de critiquer sa moto. Bon, alors, il a peut-être raison sur les bords, mais quand même, tu peux pas critiquer ta moto tout le temps. Et bon, ça devient pénible au bout d'un moment. Tu critiques toujours ta moto en public. Bon, on sait que la moto, elle marche pas. On a compris. Bon, après, Fabio Quartararo, il s'est focalisé aussi sur le moteur. Il n'y a que le moteur qui ne va pas, apparemment. Il veut absolument un moteur bien plus puissant. Oui, ok, le moteur Yamaha, et c'est pas le plus puissant, mais c'est pas la première fois. Ça fait des années que Yamaha n'a pas un moteur exceptionnel. Mais là, Fabio, il veut tout pour le moteur. Alors que là, pour le coup, la Yamaha elle ne fonctionne dans aucun domaine. Il n'y a rien qui fonctionne sur cette Yamaha, donc il ne faut pas qu'à travailler que sur le moteur. Donc ouais, je pense qu'il lui a manqué encore un petit peu de maturité, malheureusement, pour un champion du monde. Ça fait un peu mal quand même. Mais quand on voit Marc Marquez, bon bah ça a été très difficile pour le pilote espagnol aussi. Mais bon, il n'est pas allé critiquer la moto à chaque Grand Prix. Bon, ok, bah, au bout d'un moment, Marc Marquez, il a dit, bon bah la situation elle est comme ça, faut faire comme ça, et puis on va faire du mieux possible. Bon, c'est ce qu'a fait Fabio Quartararo aussi, hein. Il a vraiment surpiloté sur sa moto, il a fait de très très bons résultats quand on voit le matériel qu'il avait, mais en public, bon, sa communication n'était pas la plus exceptionnelle possible. Maintenant, je pense que Fabio Quartararo peut bien rectifier les erreurs du passé. On l'a vu déjà en 2021, il a rectifié les erreurs qu'il avait faites l'année précédente, en 2020, qui n'avait pas été une année très facile pour lui. Donc on espère que bon, bah, il prendra encore un peu plus d'expérience avec cette aventure 2023 qui était catastrophique. C'est le pire résultat de Fabio Quartararo en championnat du monde de MotoGP depuis qu'il est là en 2019. Sa pire position, c'était 8e en 2020. Bah, il a terminé 10e. C'est loin. Après, ce qui m'a un peu dérangé aussi durant l'année, c'est que Franco Morbidelli l'a battu quelques fois, pas tout le temps évidemment, et pas la majorité de l'année, heureusement, mais Franco Morbidelli a réussi quand même, pas mal de fois quand même, je trouve, à battre Fabio Quartararo en qualification, en course sprint ou en course principale. Il y a des fois, Franco Morbidelli a réussi à terminer devant lui,
ce qui n'était absolument pas le cas en 2021 et 2022. Franco Morbidelli était bien loin de pouvoir battre Fabio. Il l'a peut-être battu quelques fois, 1 ou 2 fois dans la saison. Je pensais que Fabio Quartararo allait être vraiment... allait exploser Franco Morbidelli. Alors c'est ce qu'il a fait, certes. Mais bon, il y a quand même quelques fois où Morbidelli s'en est mieux sorti. Donc bon, un peu dommage là aussi. Après, ce n'est qu'un détail. Mais quand même, quand Fabio Quartararo était bien mal, on retrouvait Morbidelli un petit peu devant quand même. Je pense notamment au Grand Prix d'Argentine, où là, franchement, Fabio s'est pris une énorme claque par Franco, qui était clairement meilleur que Fabio sur ce week-end argentin. Bon. Après, c'est les seules fois où Morbidelli a vraiment été tout devant Fabio. Mais bon, voilà, il y a quand même des fois où ça a été compliqué quand même pour Fabio. Pour terminer, la moyenne de Fabio Quartararo sur tous les débriefs que j'ai donnés cette saison, et la moyenne de Fabio Quartararo, elle est de 12,10. On m'a là encore une fois limité par son matériel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois sa note a été vraiment baissée parce qu'il a terminé des fois derrière Franco Morbidelli. Donc j'ai retiré quelques points pour ça. Notamment quand il terminait derrière Franco en course principale notamment. En tout cas, j'espère de tout cœur que la Yamaha de 2024 sera bien plus performante que sa devancière, même si ça n'a pas l'air de partir du très bon pied vu les tests de Valence. Fabio Quartararo est assez mitigé. Bon, on espère qu'il y aura au moins des améliorations pour l'année prochaine. Franco Morbidelli a peut-être réalisé sa meilleure saison depuis qu'il a rejoint le team officiel Yamaha. Depuis qu'il a rejoint Fabio Quartararo dans cette équipe, franchement, il s'était pris claque sur claque par Fabio en fin de saison 2021 notamment. En 2022, il était clairement inexistant, Franco Morbidelli. Là, cette année, il a un peu plus émergé. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la partie sur Fabio Quartararo, il a réussi à devancer le pilote français quelques fois. Bon, après, c'est clairement parce que Fabio n'y arrivait pas du tout, il n'avait pas la machine pour et pas les réglages pour, donc c'était une catastrophe quand Franco Morbidelli, quand il n'avait pas les réglages, ses résultats sont tellement médiocres qu'au final, il arrivait à finir devant Fabio quelques fois. Son meilleur week-end de la saison, c'est incontestablement l'Argentine, le deuxième Grand Prix de la saison. Franco Morbidelli a vraiment été impeccable presque. Bon voilà, 4e en course sprint, 4e en course principale. Franchement, il avait fait un week-end exceptionnel. Quand Fabio Quartararo, c'était un peu plus compliqué. Donc ça faisait une petite fessée à Fabio à ce moment-là. Mais bon, au final, c'était la seule de l'année. Il a devancé quelques fois Fabio, mais bon, encore une année assez compliquée, même s'il y a eu quelques bons résultats. Notamment en fin de saison, ça a été un peu mieux. 7e en Malaisie, 7e à Valence notamment. Bon, même si c'est à Valence, c'était plus avec les chutes, ça l'a bien aidé, mais bon, quand même. Il y a quelques top 10. Bon, 13e au championnat, c'est un peu mieux que l'année dernière. Ça s'est amélioré quand la moto, elle régresse, donc c'est plutôt pas mauvais. Mais bon, clairement, le niveau de Franco Morbidelli est bien en dessous de celui de Fabio Quartararo. Il n'y a pas photo. Maintenant, ce que je reproche le plus à Franco Morbidelli, c'est qu'il n'a été d'aucune aide pour développer la moto. Et même Fabio Quartararo l'a dit, il est tout seul à développer la moto. Franco Morbidelli ne sert à rien dans le développement, il était vraiment là pour combler le deuxième guidon et pour aussi boucler son contrat jusqu'à fin 2023. Autrement, Franco Morbidelli n'a été d'aucune aide pour Yamaha, notamment parce qu'il n'a pas les résultats, il est lent tout simplement, il n'est pas bon, il n'a pas fait de bons résultats. Donc, c'est compliqué de ressortir quelque chose des performances de Franco Morbidelli quand le pilote ne fait pas de résultats. Je pense qu'il a plus aidé Yamaha lors du Grand Prix d'Argentine parce qu'il était rapide, mais autrement, c'était bien compliqué. En plus de ça, il y a eu quelques critiques sur Franco Morbidelli, notamment en qualification où il gêne beaucoup les pilotes. Il a même gêné Fabio Quartararo sur une séance de qualification, enfin ça va pas du tout. Franco Morbidelli reste souvent au milieu de la trajectoire et c'est problématique. Et on l'a vu notamment, je crois que c'était au Qatar. Il s'est reçu une petite claque de la part d'Aleix Espargaro. Heureusement qu'il y a eu cette petite claque parce que du coup ça a un peu défendu Franco Morbidelli. Après, le problème c'est qu'on lui donne pas de pénalité non plus. Donc allez comprendre le système de pénalité de la direction. C'est incompréhensible. Mais bon. Bref, Franco Morbidelli s'est surtout fait remarquer par ses gênes en piste plutôt que ses résultats.
C'est pas super. Je crois que le pire là-dedans, c'est qu'en fait, Franco Morbidelli a fait de mauvais résultats depuis plusieurs années et que pourtant il aurait une meilleure moto que Fabio Quartararo l'an prochain, puisqu'il va rejoindre l'équipe Pramac, l'équipe championne du monde en titre quand même, puis sur une Ducati. Finalement, il s'en sort très très bien, Franco Morbidelli. C'est vraiment incroyable. Bref, pour terminer, la moyenne de Franco Morbidelli sur tous les débriefs que je lui ai donnés, c'est 10,55, donc à peine au-dessus de la moyenne là aussi. Ça montre clairement la saison assez compliquée de Franco Morbidelli. Je lui ai donné de bonnes notes quand il finissait devant Fabio Quartararo, mais clairement, à part l'Argentine, il n'y a pas de note exceptionnelle pour Franco. J'ai cherché longtemps et en fait, j'ai pas trouvé à quoi servait Cal Crutchlow chez Yamaha. Alors c'est le pilote test, mais en fait il sert à rien parce qu'il roule quasiment pas. Je comprends pas Yamaha là-dessus. Yamaha a le droit à 3 wildcards dans la saison et Cal Crutchlow n'en a fait qu'une au Japon. Déjà Cal avait pas envie de voyager aussi loin, d'aller au Japon, enfin, il avait pas envie déjà. Et puis ça servait à rien en fait, donc il a fait une petite wildcard, mais en fait ça sert à rien. Et puis même en dehors des wildcards, on voit Cal Crutchlow, il est pas souvent sur la piste. Je crois qu'il il a fait quelques tests en début d'année, il en a fait au milieu de l'année, puis en fin d'année un petit peu. Il participait aussi aux tests officiels, etc. Mais ça s'arrête un petit peu là, donc en gros, Cal Crutchlow n'a servi à rien du tout. C'est triste parce que Crutchlow, quand même, il a beaucoup d'expérience. Il a quand même roulé sur des motos compétitives, la Honda de la fin des années 2010, qui était vraiment compétitif, même s'il était dans l'équipe satellite LCR notamment. Mais quand même, il a de l'expérience et Yamaha n'utilise pas l'expérience de Crutchlow. C'était déjà le cas avec Jorge Lorenzo en 2020, il l'avait pris comme pilote de test. Mais bon, Lorenzo, il est parti dès la fin d'année 2020 parce qu'il a bien vu que Yamaha ne se servait pas de lui et en fait il servait à rien. Bref, la note que j'ai donnée à Cal Crutchlow au Grand Prix du Japon, qui était en fait sa seule course de la saison, elle est de 11, donc ça ne veut rien dire, mais voilà. Je vous donne quand même la note de Cal Crutchlow, on sait jamais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque-là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous on se retrouve demain pour le débrief de Aprilia. On aura quelques petits trucs à dire sur la marque italienne. À demain.